c'est de changer un peu la manière de penser, essayer d'introduire de nouvelles méthodes, on va dire, nouvelles méthodes. Et ce soir, donc, j'avais pensé, parce que ça intéresse un peu tout le monde, présenter un peu les critères d'évaluation d'une position. Et une fois qu'on a évalué la position, savoir comment est-ce qu'on construit un plan. Voilà. Parce que bon, souvent on voit les parties qui commencent par l'attaque sauvage d'un roi et tout ça, mais bon, parfois en fait on n'attaque pas le roi, et souvent même on n'attaque pas le roi. On gagne une partie parce que on a des avantages par ailleurs et on passe en finale, il n'y a pas d'attaque du roi en fait. Hein. Ou même on domine positionnement l'adversaire et puis bon, l'attaque du roi, elle n'a pas forcément lieu. Quoi. Donc voilà, donc ça va être un petit peu sur la méthode. Après, je vais, c'est pas des recettes miracles. Hein. Enfin, après, c'est quand même dur les échecs. Donc, il faut quand même réfléchir, mais ça permet de structurer la pensée. C'est ça l'idée. Voilà. Donc, si je pense que Pierre, il a le bouquin de Stillman. Ouais, je me suis voilà, et que je recommande à tout le monde. C'est un bouquin intéressant. Il est gros, mais il est bien. Non, donc tu vas reconnaître des trucs. Un peu c'est un peu à ma sauce, mais c'est le principe. Hein. Bon, Stillman, c'est un maître américain qui est mort il y a pas longtemps, j'ai vu d'ailleurs, qui a développé une méthode. Enfin, il n'a pas inventé, il s'est basé sur une expérience. Bon, c'était un joueur maître international, mais qui est très bon pédagogue. Et il a écrit une méthode qui a été encensée par pas mal de joueurs pros et qui disent que c'est vraiment une méthode intéressante. Donc c'est celle-là que j'expose. C'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. Et donc, je vais présenter la théorie, et puis ensuite, on fera une position qui a l'air toute bête, mais qui illustre quand même pas mal son propos. Sachant qu'après, l'idéal, c'est quand vous regardez des parties de maître, ou si vous jouez des parties, l'idée, c'est d'essayer d'appliquer la méthode pour essayer de comprendre les coups qui jouent sur l'échiquier, parce que les coups, c'est pas juste des coups les uns après les autres, en général, des idées derrière. Quoi. Et comprendre les idées, c'est ça qui est intéressant, ça permet, quand on joue ses parties à soi, de pas juste jouer des coups un petit peu tirés à la loterie, mais d'avoir un plan, donc une idée globale qui permet de jouer des coups logiques et d'avoir un avantage. Voilà. Donc l'introduction étant faite, je vais présenter la méthode. Cette méthode, donc, c'est la méthode, il appelle ça les déséquilibres, Stillman, c'est imbalances en anglais. Donc il parle pas de points forts, points faibles, tellement les points forts, points faibles, ça devient juste des points forts, points faibles une fois qu'on a exploité les équilibres. Donc c'est un peu la nuance. J'expliquerai au fur et à mesure. Donc en fait, pour évaluer une position, on va dire il y a trois axes majeurs qu'on peut décomposer en sous-axes ensuite. Hein, mais 3, pour faire une synthèse, c'est pas mal. Le premier, c'est le matériel. Donc quand on regarde l'échiquier, qui a l'avantage matériel? Alors qu'est-ce que ça veut dire avantage matériel? Ça veut dire avoir plus de pièces ou des pièces de plus grande importance, les pions, c'est pareil, que l'adversaire. C'est-à-dire si les noirs ont 4 pions, que les blancs ont 3 pions, bah, c'est un avantage matériel. Ça ne préjuge en rien de la suite de la partie, mais c'est un avantage matériel. Si les blancs ont une tour contre un cavalier des noirs par exemple, c'est un avantage matériel, sachant que la tour est un peu plus forte qu'une pièce mineure en général. Je dis bien en général. Si les noirs ont une reine contre tour et cavalier, ou tour et fou, a priori, la reine est plus forte. Donc on dit avantage matériel aux noirs. D'accord? Ça c'est assez simple. Hein. Sachant que, bon, après, il faut se garder des dogmes. Hein. L'avantage matériel, ça peut être assez trompeur. On peut avoir l'avantage matériel et perdre très vite, hein, par ailleurs. Hein. Même pas par des positions tactiques, hein, mais simplement par une position, une tour dans une position fermée, elle est moins forte qu'un cavalier, par exemple. Ça peut arriver. Hein. OK? Donc premier axe, le matériel. Deuxième axe, le temps. C'est très important aux échecs. Le temps, il y a 2 facteurs. Alors un qui est un peu au début de la partie, c'est l'avantage de développement, par exemple. Si un camp est plus développé que l'autre, c'est un avantage qui est certes temporaire, parce que l'autre peut rattraper si on joue pas trop bien, mais quand tu as plus de pièces sorties, tu contrôles plus le centre, c'est un avantage. D'accord?
En regardant la partie, enfin la partie tout à l'heure que j'ai prise comme exemple, on verra un peu ce que ça sert, à quoi ça sert. Donc, le temps, donc, c'est l'avantage de développement. Donc, on est plus développé que l'adversaire. Et il y a aussi un facteur qui est un peu plus difficile à appréhender, qui s'appelle l'initiative. On voit souvent dans les bouquins, quand vous regardez, à la fin d'une analyse, voilà. Et les blancs ont l'avantage parce qu'ils ont l'initiative. Ça veut dire quoi l'initiative, vous savez? Ouais, alors l'attaque, ouais, pas forcément non plus. C'est dans l'idée, c'est en fait l'initiative, on va dire, c'est celui qui dicte les événements un petit peu. Voilà, un peu l'ascendant, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ben c'est toi qui agis et c'est l'autre qui réagit. C'est ça l'initiative. Donc c'est un avantage dans la mesure où tu as un petit temps d'avance à chaque fois, quoi. Donc ça fait partie du temps. Donc deuxième axe. Et bonjour, en 30. Et le troisième axe, je vais récapituler quand même, parce que sinon il n'est pas suivre. Le troisième axe, c'est la qualité de la position. Alors là, ça recouvre plein de choses. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vais recommencer vite fait. La qualité de la position. Alors je récapitule, puis comme ça vous fera arriver aussi. Je vais interroger. Donc, 3 grands critères pour juger une position. Donc, je fais un petit truc sur l'évaluation des positions et comment, à partir de cette évaluation, en déduire un plan logique qui permet de jouer des coups cohérents. Voilà. Ah, bah c'est toi. Donc là, c'était juste un petit peu les principaux critères d'évaluation que j'étais en train de raconter. Donc je vais faire une interrogation pour tout le monde, là, comme ça permettra aux petits nouveaux d'être au courant. Donc, premier axe important, c'est le matériel. Exact. Donc, regardez déjà dans une position qui a l'avantage matériel, quel est le matériel en présence. Donc pareil, ce que je disais, si les noirs ont une tour, les blancs ont un fou, a priori les blancs ont l'avantage matériel. Ça peut être un avantage. Si les blancs ont tour et fou contre dame, a priori les blancs ont le désavantage matériel. Une dame est plus forte qu'une tour et un fou. Voilà. Ça, premier critère, le matériel, on est matérialiste un petit peu, c'est comme ça. C'est important. Le deuxième axe, c'est le temps. Ouais, le temps. Le temps, c'est quoi? C'est par exemple l'avantage de développement. On est en avance par rapport à l'autre. On a développé plus de pièces, on a roqué, l'autre n'a pas roqué. Voilà, ça c'est le temps. Le deuxième sous-chapitre dans le temps, c'est l'initiative. Alors, initiative, qu'est-ce que c'est? L'initiative, ce que disait Pierre, c'est qu'on a l'ascendant sur l'adversaire, c'est-à-dire que c'est nous qui dictons un peu les événements, même s'il n'y a pas d'attaque. C'est pour ça que je disais, ouais, c'est presque ça, mais c'est pas tout à fait ça. Il n'y a peut-être pas d'attaque, mais on a l'ascendant, on a l'avantage, on dicte un peu les événements. On agit et l'autre réagit. C'est ça l'initiative. En tant que tel, c'est un avantage qui est temporaire aussi. Enfin, je veux dire, si on ne profite pas de l'initiative, on peut la perdre. Donc après, on n'a plus d'initiative. Si c'était le seul avantage de l'opposition qu'on avait, bon, on n'en a plus, quoi. Voilà. Et le troisième critère important, c'est la qualité de la position. La qualité de la position, alors là, ça regroupe tout un tas de choses. Et c'est là que tu vas retrouver un peu ce que dit Silman. C'est, par exemple, alors on peut chacun un peu jouer ses idées, mais bon, on va dire les grands groupes, ce sont les suivants. Par exemple, une pièce mineure supérieure. Alors, je vais prendre des exemples, ça sera plus clair comme ça. Pièce mineure supérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, cavalier supérieur au fou. Ça peut arriver dans des positions du genre, je montre, c'est des positions bidons, c'est juste histoire de montrer. Donc, par exemple, les blancs sont comme ça. Structure de pion, je mets la structure de pion, pas les pièces, c'est juste pour illustrer le propos. Des pions pour les noirs aussi. C'est un pion, ça tombe bien. Allez. Pion. Voilà,
Voilà un exemple un peu tiré par les cheveux, on va dire, mais ça peut arriver. Là. Donc les blancs ont un fou ici. Et mettons par exemple... Ouais, les rois, on va dire que c'est pas important. D'accord. Ouais, non, c'est juste pour montrer ce que je veux dire, que ce soit assez clair, quoi. Voilà, donc dans cette position-là, par exemple, vous voyez un peu la structure des pions, vous voyez le fou blanc, le cavalier noir, les noirs ont un pion de moins, hein, mais le fou noir, il est super mauvais. Où est-ce qu'il va jouer, ce fou noir, quoi? Il peut pas jouer, il est complètement enfermé. Donc une pièce mineure supérieure, c'est ça, quoi. C'est en gros le cavalier qui domine le fou, parce que le fou, il n'y a pas de case, les pions sont sur la même couleur que lui. D'accord? Donc ça, c'est un avantage pour celui qui a l'avantage, s'il l'exploite. Sinon, ça n'en est pas un. C'est un déséquilibre, en tout cas. Fou contre cavalier, avec un bon cavalier contre un mauvais fou. L'inverse peut être vrai aussi, hein, un fou contre un cavalier. Ça peut être une possibilité aussi. C'est un avantage, mais bon, après, il faut l'exploiter. Donc, c'est un déséquilibre, en tout cas. Regardons, par exemple, ce genre de position, on va dire. Encore une fois, hein, c'est des positions qui sont totalement... c'est pour illustrer le propos, hein. Faire ça comme ça, peut-être. Comme ça. Ah. Mettons comme ça, hop là. Le fameux fou blanc, il est où celui-là? Alors, je l'ai plus. Bon, voilà. C'est comme ça, c'est encore plus frappant. Voilà, par exemple, une position où le fou est supérieur au cavalier. Hein. Les pions, du coup, sont sur la couleur du fou. Le fou est sur case blanche, les pions sur plomb blanc. Et le cavalier, il va avoir du mal à protéger celui-là et celui-là. Il va être un peu... hein, le fou, c'est une pièce à longue portée. Il peut facilement attaquer les deux pions, alors que le cavalier, il peut difficilement défendre les deux. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que le roi en défende un. Ouais. Ça dépend de la couleur du fou et des couleurs des pions. Oui, en gros, c'est ça. Mais si tu veux, si tout à l'heure, le fou, il avait été sur les cases blanches, c'était moins évident. Il faut pas que le fou soit empêché par ses propres pions. Tu vois? Mais dans l'ensemble, c'est vrai ce que tu dis. C'est-à-dire, dans les pions fermés, le cavalier a tendance à être plus fort que le fou, surtout si les pions sont de la couleur du fou. D'accord? Mais là, effectivement, dans ce cas-là, ben, c'est une position assez ouverte, hein, le centre est ouvert, et les pions sont effectivement sur la couleur du fou adverse. Donc c'est pas très bon. Donc ça, c'est une pièce mineure supérieure. Donc là c'est le fou, tout à l'heure c'était le cavalier. Donc ça, c'est un déséquilibre. D'accord? Ensuite, un autre déséquilibre important, c'est qui peut avoir lieu, c'est dans la structure de pion. Alors structure de pion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, il y a un camp. Alors j'illustre comme ça, on parle tous de la même chose. Il y a un camp qui a un pion isolé. Par exemple, souvent pion D, il y a un pion noir tout seul, il n'a pas de copain de chaque côté, tout seul sur une colonne. Pion isolé. D'accord? C'est un déséquilibre. Si l'autre en a pas, si l'autre il a une structure de pion comme ça, n'importe quoi, c'est juste pour montrer encore une fois. Hein. Toc toc. Voilà, par exemple. Donc là, on va dire, on va mettre un autre pion pour qu'il n'y ait pas Un pion blanc, il te manque.
Voilà. Par exemple, donc là, il y a même nombre de pions, on est d'accord, hein, égalité matérielle. Mais par contre, il y a un pion isolé. D'accord? Donc ça veut dire qu'il ne peut pas être soutenu par un autre pion. Ça veut dire qu'aussi, éventuellement, la case devant, elle peut être occupée, la pièce où le roi qui sera devant ne peut pas être chassé. Donc c'est potentiellement un déséquilibre. C'en est un là. Est-ce que c'est une faiblesse ou une force? Ça dépend, faudra voir. D'accord? Il peut y avoir aussi des pions doublés. Hop, comme ça par exemple. C'est aussi un déséquilibre. Est-ce que c'est une faiblesse ou force? Ça dépend aussi, il faut voir, ça dépend des positions. En tout cas, c'est un déséquilibre. Il peut y avoir des pions arriérés. Alors, par exemple, pion arriéré, hop. Par exemple, celui-là, c'est un pion arriéré, c'est-à-dire qu'il peut pas être, il est pas soutenu, il peut pas être soutenu par un autre pion. D'accord? Structure de pion. Donc, déséquilibre potentiel. D'accord? Un autre déséquilibre, ça peut être l'espace. Donc, un camp qui a un avantage d'espace. Donc, l'espace est défini, je vais mettre là. L'espace est défini en général par les pions. Je dis en général parce que c'est pareil, c'est pas forcément le cas, mais bon, dans ce genre de position que j'avais montré tout à l'heure avec les fous, on va faire une autre vite fait. Comme ça, n'importe quoi. Ça, c'est vraiment. Là, les blancs ont clairement un avantage d'espace à l'aile roi, d'accord? Là, c'est plus ou moins égal, on va dire. Donc, avantage d'espace. L'espace, c'est aussi un déséquilibre. Est-ce que c'est un point fort, point faible? C'est toujours pareil, ça dépend des positions. Ça peut le devenir fort ou faible, suivant comment on exploite cet avantage. Voilà, structure de pion. Ensuite, autre déséquilibre qui peut être noté, c'est, en gros, pour résumer, c'est l'activité des pièces. Est-ce que les pièces contrôlent des cases, des colonnes, des diagonales? Donc, typiquement, dans cette position-là, on va mettre un pion pour pas qu'il y ait de... Voilà. Par exemple, une tour blanche là, on va faire tout à égalité matérielle, une tour noire là. La tour blanche contrôle la colonne, la tour noire ne contrôle pas grand-chose, hein, elle est bloquée par ses pions. Donc c'est un déséquilibre aussi. La tour noire contrôle une colonne que la tour blanche contrôle une colonne que la tour noire ne contrôle pas. D'accord? Idem pour le diagonale. Hein, c'est la même chose. Si j'ai un fou ici, donc il contrôle une belle diagonale, et que les noirs ont un fou ici, c'est aussi un déséquilibre. Hein. Le fou noir n'est pas très bon. Là, du coup, il n'est pas bloqué par ses pions, mais par les pions adverses. Ça revient au même. C'est un déséquilibre. Autre déséquilibre, c'est par exemple, cette case-là, elle est faible pour les noirs. Voilà. C'est-à-dire que si j'ai un cavalier qui s'installe là, il ne va pas pouvoir être chassé. Ok? Donc, déséquilibre important aussi, ce cavalier est très actif. Hein, donc, activité des pièces. Donc, ça veut dire quoi? Contrôle d'une case, contrôle d'une diagonale, contrôle d'une rangée, d'une colonne. Ok? Quoi d'autre? Un autre point qui est très important dans la qualité de la position, et ça c'est un critère aussi très important qui, on va dire qui supplante tous les autres, c'est la qualité, c'est la sécurité du roi. C'est-à-dire que est-ce que les rois sont en position sûre ou pas, quoi. Et ça du coup c'est vital parce que si on subit une attaque de mat, c'est la fin de la partie. Donc c'est un critère très important de la qualité de la position. Si j'ai un roi si j'ai un roi qui est complètement exposé, alors que l'autre roi est en position sûre, c'est quand même, a priori, un déséquilibre important qu'il faut regarder en premier, quoi. Ça va, c'est à peu près clair? Alors, c'est clair, mais après, Eh, c'est clair, mais après, le plus difficile, c'est de l'intégrer eh, lors d'une partie, de eh ouais, savoir, eh ouais. extraire un peu, de regarder d'analyser Voilà, chaque moment au cours de la partie, quoi. voilà. Donc,
L'idée de la méthode, c'est ça. C'est en fait, et c'est ça qui est compliqué, hein, sinon ça serait simple, c'était juste une recette, ça serait facile. Donc l'idée, c'est toujours pareil, c'est de faire un peu de recenser, on fait pas ça toutes les 3 minutes, hein, quand en général, au sortir de l'ouverture, on sait plus ou moins où on va, et c'est là qu'il faut bien réfléchir, faire le point. C'est pour ça que les joueurs réfléchissent beaucoup dans l'ouverture, en général, hein. Bon, les premiers coups, on les connaît, puis après, on se trouve dans une position qu'on connaît plus trop, et c'est là qu'il faut réfléchir. Même si on connaît les idées, il faut les adapter, ces idées, c'est pas toujours les mêmes. Donc, effectivement, le problème, c'est ça. C'est-à-dire que il faut faire recenser tous les déséquilibres. Donc, comme j'ai dit, donc, je récapitule, hein, c'est bien gravé, hein. Le matériel, égalité matérielle ou pas, le temps, avantage de développement, initiative, la qualité de la position, donc structure de pions, il y a des pions isolés, des pions doublés, des pions arriérés, euh, l'avantage d'espace, la position des pièces, active ou pas, contrôle de colonne, contrôle de case, contrôle de rangée, de diagonale, la position des rois, et après, une fois qu'on a fait tout ça, on a déjà une petite idée d'où sont les équilibres qui sont potentiellement en sa faveur et qui sont en faveur de l'autre. Et à partir de là, c'est là que ça devient compliqué en fait. Parce que déjà, il faut bien évaluer et il faut avoir un peu d'imagination. C'est ça qu'il faut avoir. Bon, on regardera la partie tout à l'heure, c'est un bon exemple parce que je la trouve assez fascinante. Enfin bon. Donc, une fois la méthode donc, de Silman, c'est ça. Donc, on a fait le bilan, on a vu les équilibres. Ensuite, il faut trouver un plan. Alors là, bon, comment trouver le plan? Donc, Silman, il dit, c'est une procédure en quelques étapes. En gros, on regarde le côté où on veut jouer. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait on a recensé les déséquilibres, il va y avoir quelques déséquilibres qui vont dire, typiquement, je vous le montre. Si j'ai une structure de pion, on va dire, allez, mettons comme ça. Les blancs ont une structure de pion comme ça. Tac, tac, tac. On va prendre une structure que les gens connaissent peut-être. Euh, structure. Prends juste les structures de pion parce que c'est en fait ça souvent qui détermine comment on va jouer au bout du compte, hein. Ça comme ça. Je mets pas les pièces, hein, Vous voyez, une structure comme ça, donc ça ressemble à une structure assénienne, pour ceux qui connaissent un peu, hein, ça serait juste là, hein. Si les noirs doivent décider du côté où ils vont jouer, a priori, ils vont jouer du côté où ils ont l'avantage d'espace. Et quand on a fait recensé tous les critères, on a vu qu'on avait un avantage d'espace sur les dames, sur les rois, au centre. Non. On choisit le côté sur lequel on doit jouer, c'est celui-là, c'est le côté où on a un déséquilibre en sa faveur. Là, les noirs ont typiquement un avantage d'espace sur les rois. Leur chaîne de pions pointe par ici. Et donc, ils vont certainement jouer ici. Et les blancs, eux, l'avantage d'espace, il est plutôt sur ce côté-là, hein, c'est la chaîne de pions. Ils vont jouer par là. Première étape, déterminer le côté où on va jouer. Donc ça, c'est l'avantage d'espace qui donne une indication. Deuxième étape, et c'est là qu'il faut essayer d'imaginer des positions idéales, des positions qu'on voudrait atteindre. Il faut imaginer, on ne se dit pas qu'est-ce que je vais jouer, quel coup je vais jouer. Ça, on ne sait pas trop encore, mais on essaie d'imaginer la position idéale qu'on voudrait atteindre. C'est ça qui donne de là. Et c'est là qu'il faut avoir de l'imagination, qu'il faut être un peu ambitieux. Voir mon pion, si je joue de ce côté-là avec les noirs, par exemple,
pas mal là peut-être. Je gagne encore plus d'espace et après je pourrais peut-être mettre là, une tour peut-être là. Je peux avancer là pour ouvrir la colonne comme ça. Et c'est médiation au pouvoir. Il faut essayer de visualiser la position qui serait favorable pour nous, mais aussi celle qui serait favorable pour l'adversaire. On peut faire ce qu'on veut tout en empêchant de faire ce qu'on veut. Et ensuite, simplement ensuite, on calcule quelques coups. On essaie d'arriver à la position idéale en courant les coups. C'est là qu'à partir de ce moment-là, qu'on a des coups en tête, qu'on essaye d'arriver à la position idéale. Si on n'y arrive pas, bah, c'est qu'on est peut-être ambitieux et donc on réduit son ambition. C'est la méthode. Mais en fait, c'est la méthode que préconise et c'est la méthode que suivent quand on lit les commentaires des parties. Voilà, bah oui, j'avais en tête ça, mon là, machin. Vaste programme. Oui, non, mais après, je pas dit que c'est pas une recette, hein. Je ne pas de recette, il n'y en a pas. Quoi. Mais le processus, c'est ça. Donc, c'est ce qui permet d'éviter de donner des coups au hasard. C'est surtout la position où on n'a pas prévu d'arriver parce que, en fait, on va y aller. La stratégie. C'est la stratégie, c'est ça. C'est bien d'un plan, quoi. Et c'est ça qui est. Voilà. Donc, c'est le processus itératif. Donc, ça, on le fait, on réfléchit pour voir un peu si on arrive à la position demandée à sortir. Et après, il faut s'adapter et puis essayer de ça. Ça permet d'éviter. Si les blancs sont là, les noirs sont là, par exemple, même si les blancs veulent attaquer à l'aile droit, il y a peu de chances que ça arrive. Pour une raison, ça ne va pas marcher. L'espace, comment amener leur pièce ici, ça ne va pas marcher. Donc, on ne peut pas jouer n'importe quoi parce qu'on veut jouer. Il faut jouer suivant la position, suivant ce que dit la position. C'est pour ça que l'attaque sur le roi, en fait, il a placé, alors c'est une position comme ça. C'est que les noirs vont simplement attaquer les rois et les noirs les dames. On va dire, c'est blanc, c'est blanc, c'est le roi, tout ça, bah non, pas forcément. Donc, on essaie d'avancer là, de faire une position d'attaquer là, d'occuper la colonne C, et puis ils peuvent arriver par là, de l'autre côté. C'est pas forcément celui qui attaque le roi qui gagne. Je vais peut-être faire avec l'exemple. Présente l'altération. Parce que. Ouais, c'est trop.